Le 10-11, Lise Gutman. Radio J. Les invités de Lise Gutman. Et tout de suite, nous allons parler d'un des grands livres de la rentrée, un roman. On va parler du fait que ce soit un roman, peut-être un roman historique. On va en parler. Ça s'intitule 100 nouvelles de Drancy, 100 SANS, oui. C'est paru aux éditions Rive Neuve et c'est écrit par David Dury qui nous fait l'amitié d'être en studio. Bonjour David Dury. Bonjour Lise Gutman. Alors bienvenue. 100 nouvelles 100 nouvelles depuis Drancy. J'ai dit quoi? J'ai pas dit depuis. Drancy. Non, pardon. le depuis est important. Oui, 100 nouvelles, bien sûr, depuis Drancy. Un roman qui est presque, si j'ose dire, familial. Alors, David Dury, vous êtes romancier, journaliste, photographe. Vous avez été correspondant de différents médias à Beyrouth pendant 18 ans. Vous avez publié plusieurs ouvrages graphiques et littéraires au Liban comme en France. Chez Rive Neuve, vous êtes co-auteur du recueil de chroniques Jour tranquille à Beyrouth en 2009, auteur du roman illustré Pente douce en 2017 et du roman Mustapha s'en va en guerre en 2021. Et la création de votre nouveau roman, 100 nouvelles depuis Drancy, vous a demandé 3 ans de recherche, ce qui ne m'étonne pas, dans les archives de l'armée, de la police, des journaux et du mémorial de la Shoah et auprès des derniers témoins de l'époque. Si j'ose dire, au niveau historico-politique, il y a tout dans votre livre. Je pense que vous n'avez rien oublié. Chaque minute de cette guerre terrible vécue par des Juifs est décrite par vous avec une acuité, avec un réalisme, avec une vérité historique qui m'a un peu laissé pantoise à ce point-là. Parce que non seulement on découvre les héros du roman, on va pas tout raconter, évidemment, non. Il faut le lire. Mais les héros, c'est la famille Uri, c'est-à-dire votre famille. Donc, ma première question, c'est d'abord, pourquoi roman ? Je me suis posé la question, même si vous y répondez un peu, j'aimerais que vous nous expliquiez, parce qu'après tout, vous auriez pu faire une enquête. Mais je crois que vous avez reconstitué des dialogues qui permettent d'en faire un roman. Est-ce que j'ai compris ? Vous avez tout à fait compris. En fait, l'idée, c'est un grand puzzle. Le produit fini que vous avez entre les mains est un grand puzzle d'éléments que j'ai collectés finalement pendant 3 ans, que ce soit, donc, comme vous disiez, dans les archives. Mais alors, je pourrais vous faire toute la liste de toutes les archives, que ce soit donc police, armée, gendarmerie. Je suis allé à Châtellerault, à Caen pour les archives concernant les victimes de guerre Parce et que les ça déportés. Se passe en Normandie. Ça se passe, voilà. Alors ça se passe en Normandie, le berceau de ma famille paternelle, donc au tout début de la Normandie, dans l'Eure, dans un petit village qui s'appelle Fourges. On a des cousins dans le village d'à côté. Tout ça, en fait, j'ai comment dire. Je suis parti du principe qu'il fallait que je reconstitue une époque. D'accord. Moi, je suis journaliste à la base, je fais des enquêtes, mais là, j'ai fait une enquête sur quelque chose qui s'est passé il y a 80 ans. Et ce quelque chose, c'est le cœur de l'histoire, c'est l'arrestation de mon grand-père. Je vais pas faire de spoiler, mais puisque si je suis là, c'est que mon papa en est sorti, mais lui aussi a été arrêté 3 mois après mon grand-père. Et je me suis dit, j'ai eu besoin de raconter cette histoire-là. En fait, j'ai travaillé, moi je me suis réinstallé, comme vous disiez, j'étais à Beyrouth pendant longtemps. Je me suis réinstallé en France en 2015, et puis je suis tombé un petit peu par hasard sur un autre personnage de ma famille, donc un Marocain, sur lequel j'ai fait un roman historique aussi. Pareil, même principe, j'ai fait une grosse enquête historique. L'idée pour moi, c'est, comme je l'ai dit... Le Marocain, c'est Mustapha. C'est Mustapha s'en va en guerre, qui est sorti aussi chez Rive Neuve. Mais qui est dans le roman, là. Et qui revient, alors, il a un tout petit rôle dans cette histoire-là. Mais un rôle important, mais un rôle important. Oui, un rôle important. Parce qu'il aide l'histoire à se dénouer, j'en dis pas plus. Il faut pas de spoiler. Non, on a dit. Mais il a un rôle quand même. Donc, l'idée pour moi, comme je vous disais, c'était de reconstituer quelque chose de très réaliste. Alors, quand j'ai appelé, en fait, j'ai lu d'abord sur le sujet de Drancy, j'ai lu tous les bouquins. Et quand les auteurs étaient encore vivants ou disponibles, je les ai contactés, je les ai appelés. C'était il y a combien de temps ? Ça, c'était principalement tous les contacts avec les historiens, c'était l'été 2022, si je ne dis pas de bêtises.
Donc j'ai contacté Michel Lafitte, j'ai contacté Agnès, Annette Viviorca, j'ai contacté René Poznanski, j'ai contacté Alexandre Doulu, j'en ai contacté plein. Je leur ai dit voilà, je fais ça, j'ai ce projet-là, mais j'ai des blancs en fait. Et c'est là où je vais répondre à votre question sur la question du roman. Genre, faire une biographie ou juste une enquête, raconter une enquête, pour moi ça fonctionne pas. Dans ce cadre-là, j'avais besoin de remplir certains blancs. D'abord pour pour la dimension romanesque, tout simplement, parce que ça reste un roman, c'est de la fiction, même si elle est à 90% ou 95% étayée par des faits historiques. Je me suis aussi servi beaucoup de documents d'archives pour faire mes dialogues, en reprenant les informations que j'avais dans les documents d'archives. Et puis, ce qui était intéressant, vous savez, ce petit village, Fourges, dont je parlais en Normandie, on a toujours notre maison de famille là-bas. Vous y allez régulièrement. Là où a été arrêté mon grand-père. Aujourd'hui, c'est un petit village de Normandie où il y a je vais pas dire de bêtises, il y a 300-400 habitants, peut-être un peu plus, 800. Mais bon, il y a une boulangerie, il y a une école, mais il n'y a plus du tout la vie de village qu'il y avait dans les années 40, où il y avait 2 bouchers, le maréchal Ferrand, un hôtel, un restaurant. Voilà. Bon. Donc, j'avais envie de raconter aussi la vie de ces villages-là. Et puis, la bascule dans la vie de ces villages à partir de 40, au moment du retour de l'exode des familles dans les villages, qui parfois aussi retrouvaient leurs maisons pillées. Et voilà, comment s'installe en fait un régime répressif petit à petit. Et ça, c'est très intéressant parce que, évidemment, il y a aussi des répercussions avec... Alors, moi, je vois le sent très bien. Dans l'écriture de votre livre. On sent toutes ces petites libertés qui disparaissent les unes après les autres. Vous avez vraiment fait ça dans l'ordre chronologique. Et je crois que pour les gens, par exemple, qui ne sont pas forcément au courant, les jeunes générations qui n'ont pas tous les détails, lire ce livre, ça permet de comprendre comment les Juifs de l'époque se sont retrouvés dans un étau duquel ils ne pouvaient plus s'échapper. Alors, c'est très précis. Je vais apporter une nuance, parce que finalement, le personnage principal de ce roman, c'est ma grand-mère. C'est pas mon grand-père. Ma grand-mère, c'est une petite Normande. Elle s'est mariée à un Israélite, comme on disait à l'époque. Il y avait vraiment, même dans la sémantique, il y a plein de choses intéressantes entre Israélites, Juifs et Youpins. Même entre Juifs, ils s'appelaient parfois Youpins. C'est ça qui est pas beaucoup quand même. Hein. C'est très intéressant. Il y a plein de choses intéressantes, ne serait-ce que sur les termes utilisés à l'époque. Donc, le personnage principal de ce roman, c'est ma grand-mère. Et comment elle réagit? Elle essaye de protéger son mari, sa belle famille qu'elle adore et qu'il adore, ses enfants. Ce qui est le thème finalement de ce roman, c'est cette mixité en fait. Vous êtes le fils de son fils. Moi, je suis le fils de son fils. Voilà. Mon père Jean. C'est pas une grosse révélation vis-à-vis de l'histoire, mais mon père Jean et sa sœur, donc Josette, qui a 93 ans aujourd'hui, ont été arrêtés en janvier 44. Qui va nous écouter, on la salue. J'espère. Josette avait 4 ans de plus que mon papa. Mon papa est décédé en janvier dernier. Donc c'était faire ce livre aussi, c'était très important pour moi dans dans la question de la transmission de l'histoire familiale. Bien sûr. Je suis pas dépositaire de l'histoire familiale. J'ai un ami journaliste qui m'a posé cette question il y a pas longtemps. Moi, l'histoire m'appartient pas. J'ai fait ce boulot d'enquête parce que j'avais envie de raconter l'histoire. Et comment vous est venue cette envie, en fait? Écoutez, depuis que j'étais enfant, j'ai un grand frère, on entendait les histoires de mon papa. Mon papa qui a un petit peu romancé son enfance pour pouvoir peut-être, comme Cyrulnik en parle beaucoup, pouvoir vivre et dépasser un petit peu les traumatismes d'enfance. Depuis que j'étais enfant, j'entendais une histoire, par exemple, puisque mon père est passé par Drancy avec sa sœur en janvier une histoire 44. Incroyable. Et j'entendais mon père sans leurs parents, je le rappelle. Ils étaient seuls, ouais. Oui. Seuls, mais entourés par les gens qui étaient dans le camp. Oui, mais évidemment. Mais sans leurs parents. Et j'entendais une histoire de mon père racontant sa libération de Drancy. D'accord ? On aurait mis ça dans un film de Spielberg, on aurait dit Spielberg, il est allé un peu loin. Ouais, il exagère. La réalité dépasse la fiction. J'entendais ça quand j'étais enfant, et même cette histoire-là, je l'ai transmise. Je me souviens, il y a peut-être
15 ans, quelque chose comme ça, où j'étais au petit déjeuner avec mes filles dans notre appartement à Beyrouth, et je leur raconte l'histoire, parce qu'elles étaient en demande d'histoire familiale. Puis en fait, cette histoire-là où donc mon père raconte l'histoire de son instituteur qui était résistant, et ça c'est vrai, qui a un rôle important dans le roman. Son instituteur serait venu jusqu'à Drancy déguisé en officier de la Gestapo pour sortir les enfants. Ce qui est complètement faux. Mais c'est sa manière de raconter l'histoire. Quand j'ai posé la question à ma tante, qui a 4 ans de plus à l'époque, elle a 13 ans, elle a une mémoire beaucoup plus précise des choses. Bien sûr. Et puis après, quand j'en reparle à mon père, il me fait « Ah, mais demande plutôt à ma sœur, parce que finalement, ce que je raconte, c'est peut-être pas... » Voilà. Ouais. J'ai voulu, à travers l'enquête que j'ai menée, c'est-à-dire, bon, d'abord la lecture des livres. On trouve aussi sur Internet beaucoup de vidéos de témoins, en fait, de gens qui sont passés par Drancy, parce que dans les livres, malheureusement, et ça, je le reproche aux historiens, moi, je suis pas historien, il y a pas tout. Il y a pas tout, c'est-à-dire que moi, quand je raconte une action, j'ai besoin de décrire le lieu, par exemple. Okay ? Dans les livres sur Drancy, vous pouvez tous les lire. En fait, vous pouvez trouver une information là, tel escalier. Mais par exemple, ce que les Allemands appelaient la Kanzlei, donc la chancellerie, l'organisation, les bureaux où les gens pouvaient venir dans Drancy, les gens extérieurs pouvaient venir dans Drancy, c'est décrit nulle part. On peut trouver une information par-ci, une information par-là. Et quand j'ai posé la question aux historiens en leur disant bon, comment on faisait libérer quelqu'un de Drancy ? Est-ce que c'était possible ? Par quel biais ? Donc, il y a quelques réponses dans leurs livres, parfois, concernant l'UGIF, par exemple, concernant moi. Mais il n'y a rien de... J'arrivais pas à visualiser les choses. Et moi, j'ai besoin de visualiser les choses quand je veux les raconter. Donc, parce que vous êtes photographe aussi. Donc, ouais, ça joue. Vous savez, je suis allé pour la première fois, donc c'était je crois en 2022 aussi, à Drancy, en fait. Oui. J'ai rencontré... Au mémorial. Au mémorial. Alors, j'ai rencontré des gens au mémorial, et puis je suis allé voir, en fait, tout simplement la cité. Là, il y a un monument avec ce wagon, et puis ce fameux bâtiment, finalement, qu'on voit tout le temps en noir et blanc, et puis là, on le voit aujourd'hui, il est habité. Enfin, c'est un lieu assez puissant. Puis quand on se remet... on se remet dans l'époque, finalement, on voit les petits bâtiments qui sont en face, où il y avait ce fameux hôtel-restaurant L'Ami Pierre, où les gens venaient pour voir les gens qui étaient internés au-dessus des barbelés. Enfin, voilà. C'est toujours intéressant de pouvoir visualiser pour pouvoir raconter les choses. Moi, c'est peut-être mon travers, parce que je suis journaliste. C'est pas un travers, mais pas du tout. Parce que en visualisant, vous permettez au lecteur de visualiser également. Et il y a des descriptions, pourtant j'en ai lu des livres, moi, personnellement, dans mon travail, pour des raisons personnelles également sur Drancy. Mais là, vous décrivez vraiment les parcours à l'intérieur du camp. Ouais. Et ça, c'est assez rare. Je pense que c'est assez rare. Après, et c'est très bien pour je vous le confirme, pour la mémoire collective. Ouais. Bien entendu, ça permet de concrétiser. Alors, dans votre livre, il y a plusieurs lieux. Il n'y a pas que Drancy. Il y a Drancy au cœur, bien sûr. Il y a aussi une description de la Normandie de l'époque. C'est une région qui vous est très chère ? C'est une région dans laquelle je vais depuis que je suis enfant. Comme je vous disais, on a toujours cette maison familiale que mon arrière-grand-père avait achetée en 1928. Oui, c'est une région... D'abord, c'est une région qui est très belle. J'y ai beaucoup d'attaches. On prévoit d'ailleurs un événement de lancement aussi là-bas, le 21 septembre prochain. À quelle heure ? Il faut que je discute encore avec le maire. Parce qu'en fait, c'est un petit village avec un carrefour principal, et il y a cette école. En fait, il y a le bâtiment de la mairie, le bâtiment de l'école où mon père a été arrêté. Et alors au début, je voulais faire cet événement de lancement dans la salle de classe. Alors c'est pas possible. On va faire ça dans la salle des mariages, qui est juste au-dessus de la salle des classes, où d'ailleurs mes grands-parents, qui sont en photo sur la couverture du roman. Sur la couverture, André et Maurice se sont mariés en 1930. Donc, c'est un lieu qui est très important pour moi. Et puis, tout simplement, comme je vous disais, au cours de mon enquête, j'ai aussi rencontré beaucoup de témoins, en fait. Alors que certes, qui étaient enfants ou adolescents à l'époque, ou bien leurs propres enfants qui m'ont raconté les histoires qui ont été transmises. Parents, oui. Et c'est compliqué, la parole, parce que je ne pouvais pas faire un documentaire. Je me suis servi de témoignages. Au maximum, j'ai essayé de les recouper. Parfois, c'était pas possible, évidemment, pour pouvoir raconter des histoires. Des histoires sur
sur les, entre guillemets, ce qu'on appelle les grandes familles, mais enfin les familles qui étaient là depuis longtemps ou qui ont un rôle, comme la famille du maire à l'époque. Comment dire, cette vie de village, elle est tellement différente de celle d'aujourd'hui. Mais par exemple, moi j'ai 51 ans, quand j'étais gosse, quand on allait dans ce village, il y avait encore l'épicière, et l'épicière, je l'ai rencontrée, elle a 95 ou 96 ans aujourd'hui. Je lui ai fait raconter les histoires. C'était elle, une réfugiée du Nord, qui s'est mariée avec le fils du maréchal Ferrand, Marcel Roquelaire. Donc, toutes ces petites histoires-là, ça nourrit évidemment mon propos. Bien sûr. Et puis, après, ce qui est intéressant et qui est compliqué de démêler, c'est aussi les inimitiés dans les villages. Qui a fait quoi qui a fait quoi pendant la guerre, voilà. Qui était collabo. Pour ça, il faut vraiment lire le roman. Alors moi, il y a une chose qui m'a frappée dans votre roman aussi, c'est votre niveau de langue pour vos personnages. C'est assez incroyable parce que vos personnages, vous les faites s'exprimer, parler comme à l'époque, avec les expressions de l'époque. Et je sais de quoi je parle, parce que j'ai été élevée par des parents qui ont vécu cela et qui avaient eux aussi, après la guerre, les expressions, une façon de s'exprimer en français qui n'est plus actuelle aujourd'hui. Et on retrouve les expressions dans votre livre. Dès qu'ils ouvrent la bouche, ils parlent comme on parlait autrefois. Et je me suis demandé comment vous aviez fait. Est-ce que ça avait été instinctif? Est-ce qu'on vous avait transmis? Parce que vraiment, c'est... Je vais vous répondre, je vais faire une réponse de Normand. C'est un petit peu tout. C'est un peu instinctif, mais c'est l'oreille qu'on a depuis qu'on est enfant. Quand on a entendu parler les anciens, et puis je me suis aussi appuyé, comme je vous disais, sur des documents d'archives, sur des lettres. Et là, on voit le rapport à la langue complètement différent d'aujourd'hui. Complètement. C'est quelque chose, après, à remettre en scène dans des dialogues qui s'est fait naturellement. Sincèrement, ça s'est fait naturellement. J'allais pas, évidemment, utiliser des mots d'aujourd'hui pour faire parler mes personnages en 1940. C'est pas possible. Et même, comme je vous disais, sur le... comment dire, j'ai toujours entendu dire ma grand-mère, quand elle est décédée en 97, André, mon père ou ma tante parlait d'israélites, pas de juifs. Mais vous oui. Voyez. Donc non, mais voilà. Bien sûr qu'on disait israélite. Et à l'époque, on disait israélite, sauf le pouvoir qui mettait un tampon sur la carte d'identité. Oui, voilà. Bien sûr. Mais voilà, la question du langage. Qu'est-ce qu'ils vous ont transmis, vos grands-parents? Est-ce qu'ils vous ont, parce que votre grand-mère n'était pas juive, mais certains membres de la famille l'étaient. Est-ce que vous avez eu droit peut-être à une transmission culinaire ou... Alors, sincèrement, pas du tout. Non, pas du tout. La seule chose, je me souviens quand j'étais enfant, dans la cuisine chez mes parents, il y avait souvent du pain azim. Ah oui, voilà. D'accord. Et c'est la seule chose, en fait. C'est la seule chose quand j'ai pour ce roman et surtout pour celui-là, j'ai beaucoup enregistré ma tante. Comme je vous disais, elle a 93 ans aujourd'hui, super mémoire. Et puis, donc, je l'ai fait parler, justement. Je lui ai dit, mais quel rapport il y avait avec la religion, par exemple. C'était une famille complètement laïque, républicaine. Mais les seuls restes, finalement, quelque part de cette culture, c'était justement l'art culinaire. Et elle m'a dit des mots, j'ai pas envie de d'écorcher la prononciation, parce que c'est des mots avec lesquels je suis pas familier, de choses qu'on mange à la Pâque juive ou autre. Moi, je les connaissais pas, j'avoue. Voilà, donc... Vous avez eu envie de les goûter ? Je suis gourmand, donc j'ai envie de tout goûter. Voilà. On vous fera un repas yiddish, je vous inquiétez pas, David Dury, il n'y a pas de problème. Donc oui, donc voilà, je me suis posé toutes ces questions. Ce que je me suis demandé aussi, c'est quel a été ou quels ont peut-être été les passages les plus compliqués à écrire. Alors, les deux plus compliqués, c'est d'abord comment dire, la scène à Drancy où les enfants sont sortis de Drancy, parce que ça reposait, ça reposait principalement sur le témoignage de ma tante. Oui. Qui m'a raconté avec... On a quand même, au moment de votre écriture, on a le cœur qui bat quand on lit. Parenthèse. La version de ma tante, alors je vous disais, voilà, il y a la version de mon père qui est Spielberg, et puis la version de ma tante qui est beaucoup plus précise. Oui. Et
c'est quelqu'un que j'adore, que j'aime beaucoup. Mais quand elle m'a raconté ça, je me suis dit, il y a peut-être un problème dans la chronologie. Elle a des certitudes. Et moi, je suis arrivé à une intime conviction qui est un petit peu différente. C'est compliqué, la mémoire. Oui. C'est aussi pour ça que la fiction, finalement, c'est le meilleur moyen de retranscrire des choses qui se sont passées il y a 80 ans et où on n'est Bien pas sûr. sûr exactement. Je me suis posé la question, je vous disais, quand j'ai parlé à tous ces historiens, j'ai dit, mais comment on fait pour sortir quelqu'un de Drancy ? Et donc, il y avait réussir à mettre un dossier sur le haut de la pile à l'UGIF, il y avait contacter telle administration allemande, il y avait pas 40 millions, Bien sûr. il y avait pas 40 millions de solutions. Non. Et la version de ma tante, je lui fais raconter dans sa bouche d'enfant, quand elle est sortie de Drancy, quand sa mère la sort de Drancy, elle lui donne le bain, son premier bain après Drancy. Oui. Et là, en fait, je fais parler ma tante qui a 13 ans avec ce qu'elle raconte aujourd'hui. J'ai donné sa version, moi je donne la mienne. Oui. Ça, c'était le plus compliqué. Et puis, il y a un autre dossier qui était compliqué, c'était un personnage qui est très important dans le roman, qui est le maire du village d'à côté. Oui. Exact. Alors, écoutez, moi, j'adorerais continuer Oui. à vous laisser parler. David Ury, moi, je conseille ce livre en cette rentrée. 100 nouvelles depuis Drancy, paru chez Rive-Neuve Éditions. Un livre à découvrir absolument. David Ury, merci beaucoup Merci et bravo beaucoup, Lise. pour ce bel ouvrage. Au revoir, merci. Au revoir. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Merci. Merci.